Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 145e édition du podcast du Lucide. Ici Guillaume de André avec moi, comme d'habitude, Evan Examé et Mundi Joseph. What's up? On revient après une petite pause qui n'était pas vraiment prévue. J'étais occupé. Evan s'est occupé, Mundi était occupé, de manière alternative. Ouais, c'est ça. Alterné, là. Fait que ça a été impossible pour nous de nous vraiment nous réunir pour enregistrer de nouveaux épisodes. Fait qu'on a pris beaucoup de retard. Bon, on est de retour, on a beaucoup de trucs à discuter. On espère que vous êtes toujours avec nous. Puis ouais, c'est ça. Fait qu'on va commencer en fait. Yes. Comme d'habitude, on enregistre en direct de l'Abysse. l'Abysse, c'est un resto pub ludique situé au 4490 Jean Talon S. Et c'est un des plus grands magasins de jeux de table au monde. Les on a dit au monde. Yes. Venez vous amuser. Yes, exactement. Prenez l'avion, venez. Yes. En France, venez. Si vous êtes de la France puis vous venez à Montréal faire un tour, venez passer à l'Abysse, faire un tour, venez prendre un petit repas, une bière, puis venez vous amuser. Jouer des jeux de table. Du monde fantastique. Yes. Exact. Super. Et il y a une boutique aussi, alors vous pouvez acheter. Exact. Venez juste à Montréal juste pour l'Abysse. Ouais. En fait. Sinon, comme d'habitude, on vous invite évidemment à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast. On vous invite aussi à rejoindre notre chaîne YouTube Les Lucides MGE Podcast. Évidemment, likez les vidéos, commentez, ça fait une énorme différence pour nous au niveau de l'algorithme. Puis yes, that's it. Sur ce, je pense qu'on peut commencer directement. On peut commencer. On a pris du retard, comme j'ai déjà mentionné précédemment. Let's go. Notre premier topic, en fait, je voudrais qu'on discute du film Sinners qui est sorti maintenant, il y a une couple de mois de ça. Couple de semaines. C'est sorti quoi? Il y a une couple de mois. Il y a un mois de ça, en fait, excusez-moi. Il y a un mois et demi de ça. Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Ouais. Le Sorti en 18 avril, fait que ça fait... Ouais, c'est ça, une couple de mois. Une couple de semaines, en effet. Exactement, c'est ça. Fait que c'est Sinners qui est sorti une couple de semaines de ça, qu'on a tous les trois vu, qu'on a vraiment, vraiment apprécié. Puis ouais, en fait, c'est le film, je pense que pour ceux qui ont vu le trailer, c'est le film de vampire avec Michael B. Jordan, réalisé par Ryan Coogler, qui avait réalisé Black Panther. Puis ouais, c'est ça, fait qu'on peut discuter un peu je pense qu'on va avoir une conversation générale sur ce que le film, comment tous les trois on a vraiment apprécié le film. Yes. Je peux commencer, en fait, de mon côté. Vas-y. Honnêtement, j'ai bien... au niveau du lore du film de vampire, ce film-là, ce que j'ai vraiment bien apprécié, c'est que c'est très standard. C'est très... comment dire? C'est très... J'utilise le terme générique pour dire que ça respecte vraiment bien les tropes du film de vampire. Ça réinvente pas du tout. Ça réinvente pas les vampires. Ça réinvente pas du tout le mythe, le lore du film de vampire. Les faiblesses et tout ça. Là. C'est la même chose. Mais ce que j'ai bien aimé de ce film-là, moi personnellement, c'était comment ils ont intégré le contexte racial et social des années 1920. Je pense que c'est 1930 exactement. Ouais. Puis à quel point il y avait ce propos, ce contenu par rapport un peu aux politiques et aux standards raciaux des États-Unis. Fait que moi, c'était un élément que j'avais trouvé vraiment très, très intéressant parce qu'en fait, à un certain point, on en avait parlé beaucoup, toi puis moi, Mundi, hors podcast. Quand tu vois ce film-là, puis en fait, je pense qu'une des raisons pour laquelle ce film-là a vraiment comme bien fonctionné et puis il y a eu ce succès-là, comme il a été bien reçu, c'est que le film, tu peux littéralement voir un film tel qu'il est, genre comme tel que tu le vois, puis les vampires sont pas là. Qu'on peut mettre autre chose. Non, mais ton film... Non, parce que au contraire, mon point, c'est pas ça. C'est que je trouve que ton film ne change pas grand-chose. En fait, tu peux avoir le même film plus ou moins jusqu'à un certain point où ce que les vampires ne sont pas là, puis tu gardes exactement le même film. Parce que comment le film est structuré, c'est carrément presque deux films. Tu as comme la première moitié qui est presque 1h30, 1h15, où il y a juste ce build-up qui mène à la fameuse soirée. La soirée de l'ouverture du club. Mais tout ce build-up-là, tu peux enlever l'histoire de vampire en background. Ça peut être une histoire. Ça peut être un drame historique et tout. Ouais. Puis le fait qu'on rajoute juste le vampire par-dessus ça, rajoute un peu, à amener une perspective un peu plus intéressante pour le film. Mais le film en tant que tel fonctionne tout seul, exactement. L'histoire en tant que telle, il fonctionne tout seul. Puis c'est là que tu sais que tu as un bon film aussi sur certains aspects. C'est genre comme que quand tu peux, surtout pour les films d'horreur ou les films de science-fiction, c'est quand tu peux
enlever, genre, on va dire, comme le zombie ou le vampire et garder ton film tel quel, c'est parce que c'est comme ton film parle d'autre chose. Puis ton vampire sert de moyen pour parler de ce quelque chose-là. Puis encore là, c'est comme, tu vois que Ryan Coogler, dans ce film-là, il veut parler du racisme, puis des politiques racistes. Parce qu'en fait, même, comme tu vois, genre, c'est comme, il y a toujours ce genre de face-à-face musical. Oui. Où ce que tu vois, genre comme le genre de musique que les vampires chantent versus le blues dans le bar. C'est les deux genres musicaux de l'époque. Mais c'est ça, mais un qui est plus anglo-saxon blanc, puis versus l'autre qui était plus afro-américain. Puis c'est genre comme tu vois un peu ce genre de clash de culture où ce que les vampires représentent une culture, puis puis t'as les protagonistes qui représentent en fait une autre culture, c'est ça. Fait que non, c'est ça. Fait que j'avais trouvé ça très intéressant parce que je m'attendais pas à ce que ce film-là... Ça reste très surface level. C'est vraiment... Il n'y a pas non plus un film que je pense que tu peux vraiment aller genre comme extrêmement en profondeur, mais il y a quand même de quoi... il y a de la substance. Il y a de la substance qui peut être analysée. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment le truc qui m'avait le plus surpris, genre, la première fois que j'ai vu le film. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai bien aimé, genre, comme ce genre de sous-contenu puis tout, genre, mais ouais. Mais moi j'ai adoré le film. Personnellement, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année. Ce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé, c'est justement pas juste la relation entre les personnages, comment que ça a été bâti, mais la musique. Tous ceux qui me connaissent, j'aime pas les musicals. J'aime pas comme les films comme Grease où que le monde commence à parler puis ça chante. Tandis que dans ce film-là, c'est pas que c'est un musical, mais il y a beaucoup de musique. Puis la musique prend beaucoup de place. Prend beaucoup de place dans l'histoire du film. Il y a un jeune qui s'appelle Miles Caton. C'est lui qui joue le cousin. Il joue le cousin des deux jumeaux. Ce gars, c'est la première fois qu'il fait ça. Puis il a une voix incroyable pour chanter du blues. Là. C'est un artiste incroyable. C'est une super belle découverte. Ce gars-là, il drive le film, c'est-à-dire à cause de sa performance dans le film. Il y a une scène qui est tout simplement sublime. Moi, je raconte pas c'est quoi la scène. Allez voir ça. C'est la scène où il chante, en fait. Où il chante, c'est incroyable. C'est juste complètement... Mon gars, comment que c'est filmé, la cinématographie là-dedans. La musique, le son. Le son. Il y a comme un écho, genre. Apparemment, je ne l'ai pas vu à IMAX, mais apparemment, voir ça à IMAX, c'est complètement. Tu m'as volé mon pote. Mais. Oh, j'avais désolé. Mais c'est quand même. Parce que c'est vraiment ça. C'est juste. Wow. Ouais. Mais moi, là, ça aurait été un film. T'aurais, mettons, enlevé les vampires, puis t'aurais mis l'autre heure et demie. Ça aurait été plus comme... avec le Ku Klux Klan, peut-être. Avec le Ku Klux Klan, plus drama, plus crime drama. Le film aurait été aussi bon. Peut-être même meilleur, dépendant. Mais les vampires, c'est comme... Il n'y a rien de nouveau avec ça. Là. On connaît le tropie du vampire, le genre. Mm-hmm. Mais c'est quand même vraiment bien installé dans le film. Moi, je le suis. Peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre toutes les nuances qu'il y a dedans, ou bien ils vont tout simplement pas aimer ça. Mais personnellement, moi, je trouve que c'est un film juste. À date, je pense que c'est un des bons films de 2025. Facile. C'est vraiment un bon. Puis, vas-y, continue. Mais non, en gros, c'est comme. Pour moi, là, c'est un bon 9.5 sur 10. Comme film, là, c'est pas... comment je pourrais dire? Tout simplement, tout ce que je vous dirais, c'est aller le voir, puis surtout, quelqu'un qui aime le blues va complètement... Il va capoter. J'aimerais rajouter quelque chose sur qu'est-ce que tu dis. Oui, moi, il y a le jeu de Michael B. Jordan, là, moi... les deux frères. Il est vraiment bon, là, les deux rôles qu'il joue, là... Smoke and Stack. C'est incroyable. Mm. Et la musique était super. Et moi, la scène que tu parles, sans expliquer c'était quoi la scène, je laisse les gens aller l'écouter. Tu vois les origines du blues, d'où ça vient. Ouais.
Et jusqu'à aujourd'hui. C'est exactement ça. Puis tu vois c'est exactement ça. Puis moi, j'écoutais ça au cinéma, puis j'avais des frissons juste écouter ça. J'écoute le soundtrack. Mais tu vois qu'il y a un propos dans ce que ce que Ryan Coogler veut. Il veut discuter quand même de certains aspects par rapport à la culture afro-américaine. Puis tu vois parce que la plupart du monde n'aurait pas fait la scène dont tu parles, visuellement parlant. Il y a du monde la plupart du monde aurait filmé cette scène de manière genre comme juste standard, alors que comment on le montre, c'est comme toi tu parles, c'est comme on voit une évolution dans le temps, exactement, dans l'histoire. Il y a deux personnages qui sont super importants mais subtils là-dedans, c'est Grace puis son mari, les deux Chinois. Oui. Puis ça montre comment que c'était à l'époque. Oui. Puis c'est vraiment fucked up parce que les Noirs là-dedans, ils ont leur propre monnaie, la monnaie des plantations. Tu les vois là comme. Puis je pense que c'est plus Smoke. C'est Smoke qui est contre cet argent-là. Il dit non, moi je veux la vraie monnaie. Là. À un moment donné, ils discutent. Ils sont lui, Annie, puis ça. Ah oui, il y a quelqu'un qui paye avec. Moi, je savais pas qu'il y avait cet argent. Moi, je connaissais pas. Moi, cette affaire-là, je ne connaissais pas. Puis là, tu vois qu'elle, souvent, sortait de l'argent. Puis lui, tu sais, il dit t'acceptes l'argent de plantation, c'est pas le vrai argent. On dit c'est pas ça. C'est pas avec ça qu'on doit rouler. Il dit on doit rouler avec l'argent, la vraie argent. Mm-hmm. Mais les Blacks, c'est cet argent-là qu'ils avaient. Parce qu'ils travaillaient dans les champs de coton, puis on les payait avec l'argent de plantation. Mm-hmm. Alors, c'est ça qu'ils avaient dans les poches. Mais ça n'avait pas la même valeur. Ça n'avait pas la même valeur que le puis dollar. Ils pouvaient juste faire affaire avec du monde qui prenait ce type d'argent-là. Ouais. Mais puis toi, les deux Chinois, ils ont chacun leur magasin. Il y a un magasin... un en face de l'autre. Un en face de l'autre. Il y en a un, les Blancs vont là, dans l'autre, c'est les Blacks qui vont là. Ouais. Celui de Beau, c'est les Blacks. Celui de Grace, c'est les Blancs qui vont là. Mais moi, en tout cas, il y a beaucoup de nuances. J'ai hâte de le revoir. J'ai pas été le revoir, mais j'ai vraiment hâte de le revoir. Juste pour regarder les choses que j'ai manquées. Ouais. Tous les acteurs ont joué des super bons rôles. Le rôle de Annie, juste, c'est elle qui joue B13 dans Loki. Je ne me rappelle plus c'est quoi de son nom, l'actrice. Oui. Elle joue B13, mais la noire là, qui joue... ben oui, c'est vrai, c'est elle. Elle joue un peu comme... elle fait un petit peu de vaudou, là. Elle c'est la copine de... c'est la copine de un des jumeaux, là. De Smoke. Oui, exact. C'est Wunmi Mosaku. Exactement. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est B13, t'as raison. Puis... Mary Steinfeld, j'avais jamais pensé qu'elle pouvait faire ça. Ellie Steinfeld. Ellie Steinfeld. Je pensais pas qu'elle pouvait faire un rôle comme ça. Quand elle dit ses lignes, c'est top notch. Mais non, sérieusement, c'est un beau jeu d'acteur. Mais Mal Keaton, pour moi, je n'oublierai pas ce jeune-là. La voix qu'il a, il a juste 20 ans. Puis sa voix transporte. OK, donc c'est la première fois qu'il chantait du blues. Non, mais il chante du blues. C'est la première fois qu'il jouait dans un film. Il jouait dans un film. Puis sauf, je sais pas d'où vient cette voix-là. Il y a 20 ans. Ah ouais. C'est un genou avec une voix où que tu sens comment je pourrais dire, toute la peine puis la douleur qui vient... des origines. Oui, des origines, exact. C'est comme... Exact. Puis dans le film, ils disent aussi que c'est un don, c'est un don. En fait, c'est ça la prémisse de l'histoire. C'est comme que les vampires veulent transformer Miles, j'ai oublié c'est quoi le jeune personnage, le jeune, pour le faire joindre, pour qu'il rejoigne en fait leur communauté en fait de vampires, parce que c'est comme il a justement un don avec sa voix. Fait que non, c'est très... c'est un film que je pense qui est vraiment très, très riche, qui a quand même un certain propos. Puis, en fait, ça m'amène à poser une question, c'est est-ce que les studios devraient justement, comme, vu le succès de ce film-là, qui a quand même coûté 90 millions, et là, qui est rendu à 300 millions et plus... 320... Ouais, exactement. Est-ce que les studios devraient prendre plus de risques pour ce genre de film-là? Ben oui. Moi, je dirais que oui. Ben, il faut ça. Il faut... comme n'importe quel fan, là, ça me dérange pas d'avoir des sequels de Die Hard ou de film de super-héros. Le recyclage. J'ai hâte de voir les suites de Marvel, puis de Deadpool, puis des X-Men. Là. Mais un film un nouveau IP, là, un original. Un film original, là, il en faut, là. Mm-hmm. Puis on n'en a pas assez. Puis ceux qui en ont, quand il y en a un, soit ils passent en dessous du radar, ou soit c'est un flop. C'est parce que, je vais rajouter quelque chose à ce que tu dis, c'est que présentement, c'est comme
Hollywood, ils sont frileux, ils recyclent beaucoup. Ils recyclent des trucs qui étaient originaux à une époque. Donc, on dirait que depuis les années 80, parce que moi, c'est ce que je vois, dans les années 80, il y a eu comme un boom. On faisait n'importe quoi dans les années 80, mais il y avait beaucoup de films originaux. Il y avait beaucoup de films originaux, mais il y avait beaucoup de remakes aussi. Il y avait des remakes, oui. Je vais donner un argument contre. Ce que tu dis, c'est vrai, il y avait beaucoup de films originaux, sauf que c'était joué par qui? C'était joué par des stars, des stars mondiales. C'était joué par les Schwarzenegger, c'était joué par les Stallone. C'était ça le modèle de financement. À l'époque. Puis là, aujourd'hui, on en avait déjà parlé plusieurs fois dans le passé. On a déjà parlé de ça. Il y a le système de stars. Le focus n'est plus sur les stars. Exactement, c'est ça. Fait que là, maintenant, il n'y a plus, genre, comme... quand tu vas aller voir Sinners, est-ce que ton point principal de vente pour WB, c'est Michael B. Jordan, ou c'est Ryan Coogler, ou c'est tout ce que je veux dire, c'est quoi ton point de vente principal de ce film-là? Mais pour ce film-là, c'est spécial parce que les deux, ils ont un certain poids. Ils ont un certain certain poids sur le film. Je comprends. Ça, c'est vrai. Mais c'est plus aussi clair qu'on va dire, genre, comme tu regardes... film Marvel. Non, tu regardes un film de Schwarzenegger, il n'y a pas de doute. C'est lui. Oui, à l'époque. Peu importe c'est qui. Genre, tu sais, comme, je vais même prendre un film genre comme Terminator ou True Lies. Mais les affiches, non, mais tu sais, True Lies qui est réalisé par James fucking Cameron. Ton point de vente, c'est pas James Cameron à cette époque-là, c'est Schwarzenegger. Puis c'était écrit sur l'affiche. Schwarzenegger, c'est pas James Cameron. Fait là-dessus, je pense que c'est un peu ça, le modèle de marketing de vente. Il a changé. Puis je pense qu'ils savent pas encore comment s'adapter. Comment marketer. Comment trouver, genre, comme... Parce que là, c'est comme s'il n'y a plus de stars ils sont encore là, mais c'est juste que c'est plus aussi vendeur. Ils ne veulent pas les mettre en avant. C'est quoi ton angle si tu peux pas mettre Michael B. Jordan comme étant, genre, comme ton point de vente principal? Genre, parce que la dernière personne qui reste, à mon avis, que c'est comme indéniable, c'est Tom Cruise. Tom Cruise. Guillaume. Après ça, tout est très questionnable. Ouais, je sais. Tom Cruise, il vient d'une autre époque, puis c'est le dernier Mohican. C'est le dernier des Mohicans, OK? On va pas se mentir. C'est la samouraï. OK? C'est la samouraï. Mais les stars, là, ils ont été créés par Hollywood. C'est eux autres qui veulent plus en créer d'autres. C'est eux autres qui veulent plus... Si ils décidaient qu'ils voulaient ils voulaient retourner dans ce modèle d'affaires, puis ils décidaient que lui, c'est nos stars, on les met en avant... Il nous blinderait parce que c'est pas sur les médias, puis après c'est c'est pas rentable. Il ne va pas payer un gars 60 millions. Puis en fait, je sais qu'est-ce que tu veux dire. Il y a eu une époque où c'est vrai que... Ils ont créé ces vedettes-là. Tu les créais. Ils les créaient. Est-ce que... Moi, je suis plus hésitant dans le dire que je pense pas qu'ils ne veulent plus les créer. Je pense que avec les réseaux sociaux, avec la perception, je pense que les choses ont changé. C'est comme tes stars. C'est un choix qu'ils ont fait. Parce que les studios, je pense que les studios, pour moi, c'est pas un choix parce que c'est trop avantageux de tout simplement pouvoir dire Chris Evans, c'est une star, je l'achète pour mon film et je le vends. C'est ce que je veux dire. C'est beaucoup plus simple que de faire genre comme que, ben là, j'ai personne. Tu vois ce que je veux dire? Pour Marvel, c'est autre chose. Parce que Marvel, c'était le IP. Puis je pense que c'est indirectement à cause de Marvel que c'est arrivé. Moi, ce que je pense que c'est à cause que Marvel... C'est arrivé un peu avant d'autres. Non, parce que encore à l'époque, on remonte avant 2008, avant le début de Marvel. Début 2000, t'avais encore des superstars. T'avais encore Will Smith. Oui, début 2000. Il y avait encore des superstars. Je pense que c'est vraiment... Parce que Marvel, c'est le premier studio qui a vraiment qui a vraiment eu un succès monstre. Avec le IP. Sans aucune fucking star. Mais non. C'est ce que je veux dire. Ils ont créé un nouveau modèle. Robert Downey Jr., il venait de la prison. Robert Downey Jr. ne fonctionne pas très bien en dehors de Marvel non plus. Ouais. C'est comme, tu vois, Sherlock, ça fait bien, mais c'est pas comme si c'est genre... C'est pas comme à l'époque où tu pouvais mettre Schwarzenegger dans tout, puis c'est genre comme, oui, on va faire un certain montant, parce que peu importe, c'est Schwarzenegger. C'est ça l'affaire. Fait que moi, je pense que c'est au contraire, c'est pas un choix qu'ils ont fait. Je pense que c'est le succès de Marvel à créer, à diluer le pouvoir des stars. Okay. Dans le sens où pendant comme les 15 dernières années, les gens n'allaient pas voir le film pour Robert Downey Jr., ils allaient le voir pour le brand. Je suis d'accord avec toi. Ce que tu viens de dire, c'est bon, mais tu viens de le dire. Marvel a comme aidé à diluer le pouvoir des stars.
Puis c'est à l'avantage des studios là, que les acteurs aient moins de pouvoir. Mais pas au niveau du box-office, parce que tu le vends comment ton film? C'est ça l'affaire. C'est parce qu'au niveau de l'argent, le cachet, ils ont pas besoin de cash out. Ils font quand même leur cash. C'est ça l'affaire. Je sais. C'est pour ça que ces gens comme... tu sauves pas plus... C'est comme... Timothée Chalamet, genre, tu sauves pas plus de cash aujourd'hui. Il va quand même faire son 10-15 millions. Je donne un chiffre de même. 115 millions. Mais il va pas vendre comme Tom Cruise, Est-ce que tu sais... Je sais pas si c'est vrai. On peut faire peut-être une recherche. Vas-y. Corrigez-moi, OK, si j'ai tort. Apparemment, c'est combien que Michael B. Jordan a eu pour Sinner? Je sais pas. Je pense que ça frôle quasiment le 30. La moitié le tiers du c'est cachet. Ça fait... Ça, c'est probablement parce qu'il y avait sur le peut-être que ça coûte... Sur le profit, sur le box-office. Sur le profit. Parce qu'il doit être Parce que c'est... Yo, 30 même. co-réalisateur, c'est ça? Il doit être producteur. Ah, OK, non, ça compte pas. Oublie ça. S'il est producteur, c'est normal. C'est sûr, là. Mais il y a quand même eu 30 millions, là. Je veux dire, qui avait... À l'époque, le 15 millions, là, c'était les Will Smith et les Bruce Willis qui avaient ça, là. Parce que moi, C'était les Arnold Schwarzenegger, là. Ce que je dis, c'est que les Arnold, les Will Smith, ils ont été créés par Hollywood. Non, mais... C'est juste sur ça que je dis. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais... puis, on le sait, ça, c'est perdu. Il n'y a plus le star power. Là, non, ça, ils ont plus le power. Je peux te donner le vas-y. pour le film en tant que tel, il a fait 4 millions. OK. Mais probablement qu'il... À cause de ça. Non, mais moi, c'est total, je pense. Parce que c'est probablement qu'il va y avoir des redevances. Mais pour en tant que salaire, en termes de salaire, probablement. Il a fait 4 millions. Parce que, anyway, 30 millions, ça m'aurait surpris parce que le film a coûté 90 millions. C'est ça, ça aurait été le tiers du cachet. Mais 4 millions, ça a plus de sens. Mais sûrement, il y a un partage de revenus. Il y a un partage de revenus. Parce que c'est qu'est-ce qu'il a reçu, je pense, total ou quelque chose. C'est possible, ça. Ça fait du sens. Mais ouais, non, ça fait que pour revenir au point, je pense que c'est un impact indirect parce qu'ils doivent quand même payer leurs stars. Je suis d'accord. Au bout du compte. All right. Mais toi, est-ce que tu serais d'accord pour que ça revienne? Pas que ça revienne, mais qu'on focus, qu'on donne plus de focus sur les nouveaux IP. C'est sûr, oui. Je pense que pour tous les trois, c'est un no-brainer. Il n'y a pas de controverse par rapport à ça. Puis en fait, je pense que c'était plus... c'était juste une question de temps avant que les gens finissent par se tanner des sequels, puis même du constant, de tous les films de super-héros. Moi, je me rappelle 2023, quand on faisait le podcast, à toutes les 2 semaines, on avait un film de super-héros à discuter où il y avait un blockbuster. Genre, c'est incroyable. Ils ont surchargé. Le calendrier était plein. Oui, exactement, c'est ça. Puis, c'était pas nécessairement la qualité qui a suivi. Fait que je pense que là, tu vois que ton public, naturellement... Il se retourne vers des projets un peu plus originaux. Fait que oui. Puis ça, c'est comme... Pour moi, comme tu regardes l'histoire de Hollywood puis du cinéma, c'est toujours cyclique. Il y a toujours des phases, des trends. Puis après, une fois que ces phases-là, ces trends-là s'essoufflent, on saute sur un autre trend, sur une autre phase. Puis tu vois que la phase des comic books, elle s'essouffle, puis ça va être une nouvelle phase qui va probablement popper. Genre comme quand un moment donné, tu dois trouver c'est quoi le nouveau filon d'or. Ils vont sauter dessus à pieds joints. Oui, parce que tu sais, genre comme il y a eu la phase, à un moment donné, genre début 2000, les films post-apocalyptiques. Après ça, il y a eu la phase film de zombies, vampires. Il y a eu toujours ces phases-là, parce que c'est comme, OK, d'accord, on sort plein de films de zombies, on sort plein de films de vampires, blablabla. Il y a toujours ces sortes de mini-trends-là. Les films de super-héros, ça a été un gros trend ces 10-15 dernières années, mais tu vois que là, je pense qu'il y a... Ça s'essouffle. Exactement. Il y a un shift quand même qui s'opère. Fait que je pense que naturellement, c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va arriver. Et oui, en effet, les réalisateurs devraient avoir plus de contrôle. Puis ça, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Surtout vu que le film a eu un succès. Je pense que ça va encourager WB à prendre un peu plus de risques. Avec peut-être d'autres réalisateurs aussi. Ce ne serait pas nécessairement une mauvaise chose s'ils voient en plus que justement ton public est ouvert pour ce genre de projet-là. Puis c'est genre comme un projet qui n'ont plus qu'à pas coûter genre comme 200 millions à faire. Ça a coûté 90 millions, exactement. On est loin des 200 millions standards de ce qu'on voit pour les films de Marvel et de DC. Fait que c'est genre comme ça coûtait moitié moins et ça fait ce que l'argent ça fait l'argent de ce que ces films-là font en ce moment. Genre. Puis juste pour dernier point là,
Ryan Coogler a tout un deal là, sur ce film-là. Dans 25 ans. Dans 25 ans, les droits lui reviennent à 100%. Ouais, ça, c'est incroyable aussi. Ça, c'est incroyable, là. Ouais. What? Oui, le film, les droits du film lui reviennent à 100%. Yep. Dans 25 ans. Yep. À partir de 25 ans, tout l'argent va aller dans ses poches, à 100%. Puis ça, par contre, c'est un fucking bon deal, mais c'est pas courant. Et je suis sûr que WB regrette là en ce moment. Parce que lui, il pensait pas que ça. Il pensait pas que ça allait fonctionner comme ça. Non, exactement. Parce que ce film-là parce que si tu donnes les droits pour ce genre de projet-là dans 25 ans, c'est parce que tu crois pas que ce projet-là va avoir cette pérennité-là. Puis pour être faire avec WB, il n'y a pas grand film que dans 25 ans que tu peux dire genre ça va nécessairement être rentable. Puis personnellement, ce film-là peut devenir un film culte. Il pourrait devenir un film culte. Oui, c'est un film que dans 25 ans, on s'avance un peu, genre, mais c'est le genre de film qui pour de vrai peut avoir un impact, qui pourrait être rentable. Fait que pour Ryan Coogler, c'est un fucking de bon deal. Là. Il pourrait passer sur des plateformes, puis l'argent pourrait continuer à rentrer. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Good job. Yes. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites ce que vous pensiez par rapport à Sinners, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir. On vous le conseille fortement. Exactement. Notre deuxième topic, on a Daredevil qui s'est conclu il y a une couple de semaines de ça. Malheureusement, comme je dis, au début, on n'était pas là. Fait qu'on a manqué une couple de semaines, mais tous les trois, on a fini la série. Puis c'est comme on en a parlé plusieurs fois, fait que ce serait bien qu'on donne notre opinion. On en a parlé plusieurs fois. Exactement, sur Daredevil, même si c'est comme plusieurs semaines en retard. Mais oui, fait que, bon, la série s'est conclue. Je sais pas si quelqu'un qui veut je vais me pousser. Yes. OK. Moi, j'étais un peu mitigé par rapport à la saison. Parce que c'était une saison qui était très inégale. On pouvait voir qu'il y avait des épisodes qui étaient beaucoup plus forts que d'autres. Puis il y en avait comme le milieu, l'histoire avec Muse et la façon, le vibe que ça avait. Je dois avouer que j'ai pas compété là-dessus. J'ai pas aimé l'arc narratif qu'ils ont essayé de mettre avec Kingpin. Je pensais que ça allait aller plus fort que ça. Mais j'ai vu que ça a drag on. Puis tu pouvais voir que il voulait pas aller dans le vif du sujet avec Kingpin. Puis en plus, il y avait sa relation avec sa femme, avec Vanessa là-dedans. Ça c'était correct. Ça donnait un autre arc narratif, là, malgré le fait qu'ils étaient très solides dans saison 1 à 2, 3. Mais là-dedans, ils étaient complètement split jusqu'à la fin. Pour ce qui est de Daredevil, ça, c'était ma plus grosse déception. Il n'y a pas assez de Daredevil. Trop de Matt Murdock. Ouais. Matt Murdock, on s'en calisse, là. C'est comme genre... Non, je veux dire, c'est comme si tu regardes un film de... Tu regardes un film de Batman, c'est juste Bruce Wayne. Ton film dure 2h30, puis pendant 2 heures, c'est Bruce Wayne. Je veux dire, à un moment donné, tu te dis, yo, come on. Je suis pas venu pour venir voir Bruce Wayne. Il y a 9 épisodes, puis Daredevil, je pense que tu le vois 3 ou 4 fois. Et puis, je pense que j'exagère pas, là. C'est plus que 3 fois, parce que tu vois dans l'épisode 1, tu vois dans l'épisode 6 ou 7, quelque chose comme ça, puis tu vois l'épisode à la fin. Puis c'est tout. Dans l'épisode 9. C'est comme je vous dis, là, 3 ou 4 fois, pas plus. Puis ça, c'est sur 9 épisodes. C'est même pas 50%, là. Puis ça a été pour moi, une des déceptions que j'ai trouvées. Overall, j'ai trouvé que c'était une bonne saison. C'est mieux que qu'est-ce que je pensais que Disney aurait pu faire. Parce que qu'est-ce qu'on avait entendu en premier, c'était une affaire de 18 épides concentré sur la cour, puis blablabla. Ça aurait été trop. Mais les éléments forts, c'est encore le jeu d'acteur. Charlie Cox, c'est Daredevil. Kingpin, c'est Kingpin. C'est Kingpin. Ça, j'ai zéro négatif à dire. Punisher, quand il est là, il va le laisser. Ouais. John Bernthal, là, ce gars-là, c'est une star. C'est le Punisher, il va pas vous décevoir, je vous dis tout de suite. J'ai même aimé, il y a comme un petit épilogue à la fin, quand tu le vois. Puis j'ai aimé sa petite touche. D'habitude, tu le vois, il est tout en fâché, crispé. Puis là-dedans, il était plus smooth. Mais il y a énormément de charisme qui dégage de ce personnage-là. Bullseye. Yo, good. Yo, guys. Bullseye, là, vous avez compris le personnage. Mais il n'est pas tant que ça. Il n'est pas là tant que ça, en fait. Il est là au début puis à la fin, mais non, mais Bullseye, pour le camp qui est là, yo, tu t'as peur.
T'es comme, oh shit, ce gars est terrifiant, là. Puis je pense qu'on peut parler comme en considérant que les gens qui nous écoutent ont vu la série aussi. Je pense qu'on peut... On peut donner quelques... Mais moi, qui sommes en retard, en fait. Mais même personnellement, je trouve que lui, les personnages qu'ils ont pris, les personnages de l'ancienne série, de la série de Netflix, c'est eux autres le cœur de Daredevil. Puis de pas avoir Karen dans le show pendant tout le long. Ouais, c'est vrai, Karen, on l'a jamais vu. De pas avoir, tu sais, Frank Castle pendant plus d'épisodes. De pas avoir, tu sais, oui, t'avais Vanessa, mais Vanessa était vraiment secondaire, mais Karen, là, je trouve qu'elle aurait dû être là. Elle manquait. Puis, il n'y a pas vraiment de bonne raison pour pas qu'elle... Tu sais, ils en ont donné une, mais c'était weak. C'était quoi, là? Ben, c'est juste parce que lui, il était rendu avec l'autre agence. Oui, c'est vrai. Murdoch, Page, puis ça avait été fermé, là. Fait qu'elle était rendue dans un autre bureau d'avocat. Puis ce bureau d'avocat, c'est lame as fuck, là, ce bureau d'avocat-là. C'était comme genre, come on, c'est pas naturel. Le gars est dans un gros bureau, c'est beau. Puis non, c'est pas Matt Murdock. C'est, pour moi, si tu compares à qu'est-ce que Netflix a fait, ça arrive pas à la cheville, là. C'est bon, mais pas assez. On n'est pas rendu là. Je sais que mais j'abandonne pas parce que je sais que la saison 2 est en train de sortir, puis c'est ceux qui ont... C'est les originaux, ils ont fait revenir les originaux, les gars qui ont fait la série à Netflix. Fait que, déjà, tu le voyais. Dans l'épisode 1, tu le vois. Dans l'épisode 8 et 9, tu le vois. Parce que épisode 8 et 9, c'est le climax de la série. C'est là que vraiment, tu vois, OK, it's back. La série est bonne. Ça redevient. Mais, comme épisode 5, là, j'ai fait comme, putain de merde, tu sais quoi ça? C'est l'épisode de la banque, là. Tabarnak! Ils ont fait un plugin avec Miss Marvel. Puis là, j'étais comme, OK, non. Ouais, le plugin avec Miss Marvel, oui. Ils ont mis le père de Miss Marvel dedans. La série, comment c'était fait? Le ton. Ouais. Le ton, là, c'est Matt Murdock. Mais ça ressemble à un épisode qui était comme de l'ancienne version. Ouais, c'est ça. Ils l'ont juste gardé. Ils l'ont juste gardé. Puis j'ai lu une interview sur Charlie Scott. Charlie Scott a dit, enlevez ça de là. Il l'a dit lui-même. Ah oui? Il a dit, puis il a été surpris parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont aimé. Étrangement. L'épisode, moi, j'ai bien aimé l'épisode. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont aimé, l'épisode. Mais lui, il a détesté. Il a dit, il faut enlever ça. Il a dit, ça marche pas. Puis John Bernthal a dit la même affaire. Lui, il a dit, au départ, il n'allait pas revenir. Quand il a lu le script, il a dit, moi, je ne vais pas faire ça. Il dit, c'est pas... Il dit, vous comprenez rien de qu'est-ce que c'est l'univers du Street Marvel, là, de Marvel Street, puis tout ça. Il ne comprenait pas de Punisher, c'est pas ça qu'il aurait fait. Mais il est revenu parce que quand les autres sont revenus. Là, quand il a vu Karen Page revenait. Karen Page, là, il a passé Karen Page parce qu'elle était un personnage trop important pour qu'elle fasse juste 2 épisodes. Genre, elle a 15 minutes, même pas 15 minutes, là. C'est comme, what? En 9 épisodes. Je vais apporter, je vais faire l'avocat du diable pour Karen. En fait, pour moi, la raison pour laquelle c'est bon qu'elle soit pas là, c'est que ça permet à Matt d'avoir une relation avec la psychiatre. Si Karen est là, c'est pas possible. Ouais, c'est possible. Non. Qu'est-ce qui empêche la psychiatre d'avoir... La chimie... Ils ont une chimie entre les deux. Ouais, exactement. Puis c'est comme... Comment dire? C'est comme... Elle serait toujours dans le background en afterthought, ça fonctionne pas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, puis tu l'as déjà fait avec Elektra, puis tout, genre, mais à ce moment-là, Karen était plus dans le portrait, alors que là, elle est clairement dans le portrait, tu vois ce que je veux dire? Fait que pour moi, je pense qu'avec Karen, oui, ça aurait été mieux qu'elle soit là, mais je pense qu'il joue le long game, parce qu'au bout du compte, elle va revenir. Exactement. Puis comment tu vois que la relation avec la psychiatre évolue, tu vois qu'elle va devenir un antagoniste probablement à Daredevil. Totalement. C'est ça, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai fait comme, OK, d'accord, au final, c'est bien que Karen soit Pas là. Pourquoi tu penses qu'elle va devenir un antagoniste? Parce qu'elle rejoint Kingpin. Elle rejoint Kingpin. Ah, tu parles de la psychiatre? Oui. Parce qu'il a donné un ministère ou un portefeuille, là. Tu la vois, elle disait que Muse puis Daredevil étaient pareils. Mais c'est ça, mais le fait que Daredevil, Matt Murdock, a une relation avec elle... rend son antagoniste plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour ça, il faut que tu laisses la relation grandir. Mais pour que la relation puisse grandir et qu'elle soit crédible, il faut que Karen ne soit pas là. Si Karen est là, tu ne peux pas laisser... ça va empêcher la relation ne peut pas grandir de manière crédible. C'est pour ça que moi, pour de vrai, honnêtement, j'ai fait genre comme, OK, d'accord. Sur le coup, je suis d'accord avec toi, mais avec le recul, quand je vois ce qu'ils ont fait avec la relation avec la psychiatre puis Karen, je fais genre comme...
tout le monde comprend que le long game, la vraie relation, c'est Matt Murdock et Karen, genre. Fait que pour moi, la saison 1, je comprends ce que tu veux dire, je comprends tes points, j'ai embarqué en fait. Mais pour moi, moi, je pense que c'est une très bonne saison dans la mesure où c'est différent de Netflix, parce que Netflix, saison 1, 2, 3, c'était tout... Une fois que le storyline était fini, une fois que la saison était finie, le storyline était fini. Ouais. La saison 1 finie, le storyline... Commence. Non, mais le storyline de la saison 1 est fini. Puis la saison 2, on embarque sur un autre storyline. Ouais. Daredevil, Born Again, c'est différent. La saison 1, c'est fini, puis le storyline n'est pas fini. Il n'est pas fini. Pas du tout. Au contraire, il s'est rendu... Le storyline vient de commencer. C'est ça. Fait que la saison 1 de Daredevil, en fait, tout ce que ça a fait, à mon avis, c'est juste mettre en place les pions. Les pions. Exactement. Parce non, je suis d'accord. Pour moi, la vraie saison ou la vraie série va commencer à la saison 2. Parce que c'est là que le vrai storyline va commencer. C'est là que Kingpin, Wilson Fisk va commencer à outlaw les super-héros. Ouais. En plus, c'était à Kristen Ritter qui a été... Kristen Ritter revient pour saison 2. C'est là que les choses vont vraiment partir en couille, genre. Puis c'est là que à mon avis, tu vas voir beaucoup plus de monde de Netflix qui vont revenir. Oui. C'est là pour moi que je vais vraiment pouvoir, évaluer. Ouais, à quel point, où est-ce que je le mets au niveau des autres séries de Daredevil, genre comme sur Netflix, saison 1, 2, 3. Parce que pour l'instant, pour moi, c'est genre comme... je comprends ce que tu veux dire. Il y a comme des hauts et des bas, surtout comme tu le dis, genre au milieu de la saison 1 de Born Again. C'est vrai qu'il y a comme un lull, genre comme il se passe rien ou très peu. Puis c'est vrai que ça reprend en force vers la fin. Mais je vois qu'il y a un potentiel énorme, puis c'est vraiment plus la saison 2 pour moi qui va vraiment, vraiment déterminer... Vous avez touché beaucoup de choses, là, j'ai remarqué. Pour moi, c'est une série charnière, parce qu'on parle de quelque chose, ça faisait une dizaine d'années, pas loin de 10 ans, là, que... La saison 1 de Netflix? La saison 3. La saison 3, ça faisait 10 ans? 2018. 2018, OK, non, 7 ans. Ça fait un sale bail, pareil. Ça faisait un bail, là. Donc, il fallait déjà comme faire le pont, expliquer que parce que les personnages ont vieilli entre-temps. Ils voulaient pas continuer où est-ce qu'ils étaient rendus. Mm-hmm. Donc, il faut que tu fasses le pont, il faut que tu crées. C'est pour ça l'histoire de fils avec sa femme, c'est toute la dynamique, parce qu'il faut qu'il explique pourquoi... lui, il a fait de la prison. Là, il était à l'hôpital, il avait une balle dans l'œil. Exact, il faut qu'il explique tout ça. Donc, moi, je vois pas négativement. J'ai pas détesté. J'ai bien aimé. Je suis comme Mondi, les longueurs au milieu là. J'ai pas détesté là. Je trouve, c'est juste que. Puis il faut que j'avoue, mes attentes n'étaient pas non plus très hautes. Mes attentes ont monté quand j'ai su que les gars étaient revenus. Les deux réalisateurs. Ok. J'ai fait ok, ils sont revenus. Mais je m'attendais à voir plus. Un peu plus. Plus de Daredevil que de Matt Murdock. Là. Mais moi, je savais qu'il y avait un plan de 18 au début, puis ils ont fait du reshooting, donc je m'attendais à ce que... Dans les circonstances. Dans les circonstances, moi, j'ai trouvé ça bien. Dans les circonstances, c'est bien. C'est bien. Ouais. Ça a bien commencé. Ouais. Au milieu, c'était flat. Ouais. Puis à la fin, ça a bien fini. Ça a bien fini. La fin, c'est malade. Puis, yo, le goreness. Pour revenir avec ton point sur Punisher, je suis aussi d'accord à quel point John Berthold, Punisher, il fait la série. Il fait... c'est un scene stealer. Exactement. Quand il arrive, là... mais la première fois, quand Matt Murdock va le voir oui. dans sa base, ils ont cette conversation-là sur Foggy, genre... Leur échange, là... Leur échange, là, est terrible. T'as Matt Murdock qui fait juste le gifler, puis il fait genre comme motherfucker, genre. I'm sorry. Non, mais tu vois la chimie entre Charlie Cox et John Berthold, elle est incroyable. Ouais. Puis tu vois que les deux sont troublés. Puis quand les deux affrontent les policiers à la fin, puis aussi corrompus, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est malade. Murdock, il se bat, il essaie de l'empêcher de tuer les gars. Parce qu'il dit non, on ne le tue pas. On ne le tue pas. Puis lui, il en a tué un paquet. Ah, ben oui, c'est clair, là. C'est clair, là. Lui, il a dit, yo, j'en laisse pas en vie, là. C'est ça, moi, j'en laisse pas en vie, là. Lui, il a dit, oh, come on. Puis, mais, l'autre shot, je sais pas pourquoi. Moi, la partie que j'ai aimée, c'est son épilogue, quand il est dans la prison. Puis il parle avec un des gardes, puis il dit, hey, what's your name? Le gars, il dit un nom italien. Il dit, oh,
That's a powerful name. Il dit, I like it, yeah. Il commence après, il dit, you must be proud to be a... La façon qu'il parle, le ton qu'il utilise, je suis comme, shit, yo, ce gars-là est tellement fraîche. Le personnage est tellement... Puis après, tout de suite, le côté hyper agressif revient. Tout de suite, là, il n'y a pas de... Il y a pas de il y a pas de graduation, là, tu sais, comme shit, le gars, il est tellement dead. Il dit, tu veux-tu donner une smoke? Et il a pris sa main, BAM! Il a fini avec lui. Puis je veux quand même qu'on mentionne, on a probablement eu la mort la plus violente du MCU. My God! J'ai jamais vu, quand Kingpin, il tue le commissaire de police... Je pensais pas que c'était possible qu'on pouvait avoir un champ gauche. Sur Disney Plus en plus, on a vu ça. C'est ça que tu vas dire. Disney Plus. Hey, yo, guys, Bare End. Yo, il y a même pas. Bon, Bare End. On parlait de Sinner tantôt. Même dans Sinner, il n'y a pas de scène aussi gore. M'a dit que quand j'ai vu la scène, j'ai dit, mais non, c'est impossible. Il va arrêter. Il va arrêter. Il va arrêter. Il a éclaté la tête du gars à main nue. Bare Hand. Les mains nues, là. Sur Disney+. Ils sont allés all-in dans le golf. Le cadrage, pas genre, tu vois pas d'eau, là. Non. Non. Ils ont même pas censuré, là. Non, c'est juste, tu as vu la tête éclatée comme un melon, là. Blanche, là, t'es comme... Puis les autres, ils regardent ça. Qui va parler après? Non, c'est fini, là. C'est fini? Donner un costume à Kingpin, là, ce gars-là. Quand tu vois ça, les autres gars qui voient ça qui sont dans l'équipe, ils sont là, tu sais que tu veux plus sortir. Ils sont béquéqués, là. T'es là, net, tu veux plus sortir. Ah, mais non, c'est moi ton pantalon, là. Tu dis, attends, c'est en fait ça que c'est. Dans quoi je suis rentré, mais c'est trop tard. Il est trop tard, mais c'est trop tard. Et toi, t'as fini. Parce que pour sortir, c'est les deux pieds devant que tu vas sortir. Tu joues la longue game, là. C'est ça. Mais voilà, c'est ça. Fait série imparfaite, série incomplète, mais overall, je pense que tous les trois, on est d'accord pour dire que c'est quand même une bonne série. Oui, c'est une bonne série. C'est une bonne série. Je pense qu'on attend avec quand même impatience. Pas impatience. L'année prochaine va sortir la deuxième saison. Exactement, c'est ça. Puis le fait qu'il va avoir son soude noir avec les... Ouais, bon, on a vu les photos. Il va avoir le soude noir avec les dés rouges, là. Quand il était avec le soude noir, je pense qu'il était avec les ninjas, non? Ah non, ça c'est un autre soude, j'ai rien dit. Mais c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir qui d'autre va se joindre aussi à la saison 2. De Netflix, là. Honnêtement aussi, genre comme je pense, à mon avis, que ça va être la dernière saison. Je pense qu'ils vont conclure Born Again là-dessus. Ils vont faire juste 2 saisons, tu penses? Moi, je pense que oui. Puis je pense que ça va conclure justement l'ère de Charlie Cox et... Daredevil. Ouais, puis de... Tu penses pas qu'ils vont faire plusieurs saisons? Non, à cause de Secret Wars qui s'en vient dans 3 ans. Ah, parce qu'ils vont reset tout le Marvel cinématique, le MCU. Tout ce qui concerne, à mon avis, tout ce qui concerne Daredevil et Kingpin, on vit les dernières années, on vit les derniers storylines. Je pense puis peut-être qu'ils vont faire une 3e saison, mais moi, je serais pas surpris que ça arrête la saison prochaine. Puis qu'ils aillent en gros, puis qu'ils finissent ça. Genre, parce que de toute manière, c'est comme... pour revenir au storyline, le storyline, c'est quoi encore? C'est Devil Reign. Normalement, saison 2, ça va commencer sous Devil Reign. Fait que c'est comme... Je pense qu'il va y avoir une 3e saison. 2 saisons sur ce storyline-là, moi, je pense que t'as pas nécessairement tant de choses que ça. Parce que il manque beaucoup des héros. Alors exactement, c'est ça. Parce qu'ils courent après les héros, puis ils veulent... ça. Yes. Fait que pour ça, moi, je pense qu'ils vont conclure... À moins qu'ils ajoutent Iron Fist. Ouais. Mais peu importe. Finn. Yes, Finn Jones qui revient. Finn Jones. Mais non, c'est ça. Mais au bout du compte, moi, je pense que c'est vraiment les derniers... je pense que c'est la dernière saison. Je pense qu'ils vont conclure toute cette histoire-là avec ces 2 acteurs-là aussi, puis ça va vraiment conclure l'ère cette ère de Daredevil-là, parce que pour vrai, genre, c'est comme... il va falloir qu'ils commencent à comme le MCU vont devoir commencer à conclure certains aspects, parce que... les gens vieillissent. Ouais, puis c'est ça, puis on se dirige vers un reset, fait que un reboot. Fait que c'est ça, parce que les gens vieillissent. Mais je regardais justement un article, je pense que c'était John Kempia, puis il disait que probablement qu'ils allaient split qu'est-ce qui se passait à la télévision puis qu'est-ce qui se passait dans les films. Dans quel sens? Un peu pour retourner un peu comme à l'époque, là, genre qu'est-ce qui se passe dans les TV shows. Reste dans les TV shows. Reste dans les TV shows. Puis qu'est-ce qui se passe dans les films reste dans les TV shows. Vous créez 2 univers. Oui, puis en fait, c'est pas créer 2 univers. C'est en fait, ce qui va se passer à la télévision ne sera pas affecté par ce qui se passe dans les films. Exact. Mais alors, c'est 2 univers.
Non. Ça va être comme avant. Ça va être comme... C'est juste qu'on va faire comme si... Il parlait de Battle of New York, pareil, dans Daredevil, ou dans Jessica Jones, mais qu'est-ce qui se passait dans ces affaires-là si ça n'avait pas d'impact? T'as pas besoin de penser aussi... aussi loin. Aussi loin. Ces deux univers. Non, c'est juste que les séries télé vont juste pas... C'est ground level. Exactement. Puis le monde de ground level va rester ground level, le monde du cinéma va rester cinéma. OK. Non, mon point est que malgré tout, une fois que Secret Wars va avoir eu lieu, je vois pas... comme on va dire, Daredevil Born Again saison 4 continuer en parallèle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que s'il reboot, il reboot tout le monde. Moi, c'est ça que je veux dire. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est mon point. C'est genre comme, même si les séries télé ne mentionnent pas ce qui se passe dans les événements, même si on va dire que, tu sais, comme dans Born Again, il n'y aura clairement pas genre la fin du multiverse ou whatever. Moi, ce que c'est juste comme, en voyant la fin de la saison 1, une de mes pensées, c'était que comme... je pense qu'on se dirige quand même vers la fin de ce storyline-là, de cette époque-là, parce qu'en même temps, guys, soyons honnêtes, ils vont avoir eu 5 saisons. Genre, je parle pour les deux. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est genre comme... Fait qu'on se dirige quand même vers la fin de 5 saisons, c'est beaucoup, là. Exactement. Ouais, fait que c'est plus ça mon point. Genre, c'est comme... Ouais, moi, je serais pas surpris que ça se dirige vers un gros final, un gros climax. Puis les enjeux sont énormes. Anyway, c'est pour le contrôle de la ville, genre, comme littéralement, genre. Fait que là-dessus, moi, je pense que c'est... On se dirige vers la fin de cette époque-là, entre cette rivalité-là entre Daredevil, Charlie Cox, puis Wilson Fisk et Vincent D'Onofrio. Fait que, anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à Daredevil. Désolé, on était vraiment en retard là-dessus. On peut maintenant embarquer sur notre dernier topic qui est Thunderbolt, qui est sorti aussi récemment. Encore là, on a aussi pris du retard là-dessus. Puis bon, moi puis Mondi, on a eu le temps de le voir. Puis on a été... Je pense que je peux commencer en disant que j'ai été quand même agréablement surpris par la qualité générale du film, en fait. Le film, c'est un bon film du MCU. Évidemment, je ne mettrai jamais dans le top des films du MCU, mais par contre, depuis ce qui est sorti... après Post-Endgame, c'est clairement dans les bons films. Dans les bons films. C'est dans les bons. Ouais, exactement, c'est ça. Puis, écoute, ça faisait un bout que j'ai pas vu un film de Marvel qui... le film est solide de A à Z. Oui, c'est solide. J'ai été surpris de voir à quel point le film approchait les aspects de la maladie mentale. Ça aussi, c'est comme un aspect un peu plus sérieux. La dépression. La dépression. Le film, oui, il y a de l'humour, mais il ne le force pas, genre comme à outrance, comme on pouvait le voir dans certains autres films de Marvel. C'est comme, encore là, oui, il y a de l'humour, mais c'est un peu plus dosé, c'est un peu plus espacé. Le film est un peu plus sérieux, mais pas trop sérieux comme Black Panther Wakanda, on va dire Forever. Fait qu'il y a une certaine bonne balance à ce niveau-là. Puis bon, pour ceux qui nous écoutent, vous savez probablement déjà que moi, Sentry, c'est un de mes super-héros, un de mes personnages de Marvel préférés avec Cyclope. Puis là-dessus, j'avais des attentes plus ou moins réduites à cause que je me disais, qu'est-ce que Sentry va faire? Qu'est-ce que le groupe va faire contre Sentry? Mais j'étais agréablement surpris de voir à quel point ils ont bien adapter le personnage, à quel point c'est vraiment Sentry, c'est ça. Genre, c'est comme le pourquoi moi j'aime ce personnage-là, c'est à quel point il est ridiculement puissant, mais tristement instable, genre mentalement. Genre, c'est ce gars-là, puis c'est littéralement monsieur, madame, tout le monde, ou même pire, c'est un loser qui a le pouvoir de Superman, tu vois ce que je veux dire? Puis c'est un personnage qui va un peu contre le trend que l'on voit dans les livres de super-héros, dans les films de super-héros, où les gens qui ont ces pouvoirs-là, c'est toujours du monde qui sont exceptionnels. Tu regardes Peter Parker, c'est un génie, il est incroyable. Robert Downey Jr., Iron Man, je veux dire, c'est encore un autre génie, genre comme milliardaire, c'est comme Chris ils sont exceptionnels. Steve Rogers, c'est un gars avec une morale incroyable, c'est tout du monde exceptionnel. Puis là, t'as ce dude-là qui est perdu, qui souffre de personnalités multiples. Qui a le pouvoir de... En fait, il ne souffre pas de personnalité multiple. La drogue développe cette personnalité multiple-là, mais qui souffre de troubles mentaux. Puis tu as comme ce super sérum-là qui
des clubs sont aussi pouvoir. Ça, pour moi, ça a toujours été un attrait que j'avais pour ce personnage-là, c'est à quel point il est vulnérable mais si puissant. Puis le film capte bien ça, ce genre comme de gars qui est extrêmement puissant, mais qui est aussi incroyablement vulnérable mentalement. Puis je pense que c'est pour ça que le film a bien fonctionné aussi en général. C'est que c'est genre comme... même si il est le vilain du film, est directement à cause de sa personnalité multiple, il est attachant. Oui. Parce qu'au bout du compte... Bob est attachant. Exactement, c'est ça. Il est extrêmement attachant comme personnage. Puis même, en fait, le groupe aussi, ils ont réussi à les rendre très attachants. Mais je sais pas, vas-y, Monizy, je peux... Moi, c'est un peu comme Guillaume, il a pas mal dit qu'est-ce que je pensais. Le film, c'est un des bons films de Marvel. Peu importe, overall. Là. Même pré-Endgame, post-Endgame, c'est un des bons films de Marvel tout court. J'ai aimé le ton qu'ils ont emprunté. Comment je pourrais dire, les personnages, la dynamique des personnages, encore, c'est encore très bien fait. Un personnage que j'aimais pas, qui était US Agent, là, John Walker, là-dedans, je l'ai adoré. Il est vraiment bon dans ce film-là. Il est vraiment bon là-dedans. Ça, c'est vrai. Il est tellement wack dans Falcon and Winter Soldier. Non, sérieusement, mais de l'avoir rendu... de l'avoir rendu attachant puis intéressant dans... Mais pas juste ça. C'est parce que tu vois que c'est un homme... Il veut faire il a tout perdu. Non, pour de vrai, il y a un bon fond. Ouais, il veut faire c'est un trou de cul qui a un bon fond. C'est ça. Parce que il est juste assaut. Même dans le film, il est trou de cul par moment. Mais tu vois qu'il y a quand même il y a un bon fond. Puis le fait que, tu sais, avec les erreurs qu'il a fait, puis qu'est-ce qu'il a passé? Il perd sa famille, il a perdu le titre de Captain America. Fait que tu le vois qu'il struggle. C'est comme... Puis c'est bien fait. C'est bien démontré dans le film. Yelena, c'est carrément le cœur, là. Je veux dire... comme on en avait parlé avant, là, Florence Pugh, là, cette actrice-là, là, c'est une star. Point final. Elle est pas juste... C'est pas juste une star. Elle est fucking bonne. Elle est vraiment, vraiment très bonne actrice. Puis, tu peux facilement... Même si son personnage n'a pas de pouvoir, tu peux facilement faire un EP, là, puis tu la sens sur elle. Parce que c'est ça. C'est comme... Elle a le hit. Elle a le hit factor. Tu sais, quand il y a du monde qui a le hit factor, elle l'a. Puis, dans ce film-là, ça apparaît. Là. C'est comme, tu le regardes, tu dis, OK, non, c'est elle. C'est son film. Elle est bonne comme ça. J'ai regardé Black Widow après pour voir c'est quoi les différences, comment le personnage a vraiment évolué. Ouais, il a évolué. Hein? Complètement évolué. Là, mais dans Black Widow, elle était une scene stealer. Elle volait, quand elle était là, elle était drôle, elle était snarky, puis elle est comme comment je pourrais dire, la maille émotionnelle qui retenait la famille, là. Mais puis à Hawkeye aussi, là, tu vois qu'elle est brisée. Puis dans Hawkeye aussi, puis dans Hawkeye, à chaque fois qu'elle était dans Hawkeye, elle était trop fraîche. Ouais. Elle était fraîche dans Hawkeye. C'est ça. Elle était vraiment trop fraîche. Mais là-dedans, tu vois qu'elle est brisée, elle est dépressive et comme après la mort de c'est comme elle a perdu sa sœur. Ouais. Puis tout, son père, il est comme ailleurs. Puis encore, David Harbour, là. Là, c'est lui le scene stealer dans le film. Lui, il est fucking... Ce gars-là, là, il est pas sérieux. Tu sais, vraiment, les parties drôles, c'est lui qui le fait, mais en même temps, il est tellement attachant. We are the Thunder! Mais la scène où j'ai eu mal, il sauve la petite fille. C'est comme, you're safe now. Ben, explique. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, le gars, tu sais, c'est le Père Noël. C'est le père, le gars. Tu sais, c'est le gars la glue qui tient l'équipe. Tu sais, il est super fort et tout ça, mais il est super attachant, puis il est drôle. Puis il arrive un moment où il y a un désastre parce que The Void est là, en train de faire ses merdes. Puis il y a une roche qui arrive pour tomber sur une petite fille. Une petite fille, la fille doit avoir 5 ans gros max. Puis il est là, puis il la protège. Puis là, il dit à la petite, « You're safe now. » Puis la fille disparaît dans sa face. Parce que The Void, il fait disparaître le monde. Puis tu vois juste un ombrage, je fais pouf. Là, j'ai fait comme, oh my God. Yo, au cinéma, là, tout le monde a fait comme, ouh.
Tout le monde a fait... En même temps, on a fait comme... Oh, tabarnak! Yo, c'est tellement rough, là. J'étais comme shit. Mais, tu sais, en général, j'ai aimé. Il y a une affaire, par exemple, que j'ai moins aimé, puis j'en avais déjà parlé avec Guillaume, c'est Bucky. Bucky, quand il apparaît là-dedans, là, ils ont remis le vibe Bucky Winter Soldier dans Winter Soldier, quand tu le vois. Quand tu le revois, là, quand il arrive, là, t'es comme, OK, yes. Ça s'arrête là. Parce que Bucky a un second rôle. Dans Thunderbolt, dans les comics, c'est lui le boss. Le focus est un peu sur là. Puis comme Captain America, il est des Avengers ou bien Iron Man, c'est lui qui... Ou puis Cyclope, c'est un peu lui qui porte l'équipe. Pas dans ce film-là. Dans ce film-là, Bucky arrive après, puis il est juste Bucky. Puis, oui, il est plus fort que les autres, puis il a plus d'expérience que les autres, c'est le plus dangereux de la gang, mais le film, ceux qui transportent le film, c'est Florence Pugh, c'est Yelena, c'est Bob. C'est eux autres qui drivent plus le film. Même John Walker, je trouve qu'il a un meilleur arc narratif que Bucky. Puis t'as Ghost. Ghost n'a pas d'arc narratif. Ghost a zéro arc narratif, puis elle porte le nom, là. Elle s'appelle Ghost, elle est Ghost. Elle est dans le film, elle est correcte, mais elle n'a pas d'arc narratif. Non, elle n'a pas d'arc narratif, elle est là pour être là. Puis c'est cool pour l'actrice. Puis sais-tu qu'on parle de Taskmaster? Ben ouais, pour ceux qui s'en rendent compte en ce moment, c'est comme on rentre vraiment dans les spoilers, en fait. Là. Exactement. Je vous dis tout de suite, Taskmaster joue quoi? Ouais, 5 minutes, même pas. 5 minutes? Ouais, ben c'est comme... Ouais, elle apparaît, puis elle apparaît, puis elle est morte dessus. Ouais, directement. Yeah. Ouais. Tu la vois, là, puis c'est parce qu'il y a un setup. Puis quand les Thunderbolts se rencontrent, ils vont tous à la même place. Puis c'est à cause de la comtesse. Ouais. La comtesse, elle s'envoie toutes là. Pour qu'ils s'entretuent. Pour qu'ils s'entretuent entre eux autres. Ouais. Puis ils se battent tous, fait que Taskmaster fait ses affaires, fait ses scènes, tu te dis, ah yo, c'est fraîche, c'est fraîche. Comme chacun d'entre eux a la mission de tuer un. C'est comme John Walker doit tuer Yelena Lee. Yelena doit suivre Ghost. Ouais. Ghost doit tuer Taskmaster. Taskmaster doit tuer US Agent. Fait que c'est genre comme une sorte de loup. Fait que là, ils arrivent, puis ils sont en train de se battre, puis là, à un moment donné, Taskmaster, c'est la seule qui est debout, tout le monde est à terre, puis elle se dirige pour aller faire tuer John Walker. Puis tu vois juste Ghost qui apparaît devant elle, puis BAU! Une balle à la tête. C'est fini. Headshot! Là, t'es comme... Moi, j'ai fait comme, il va revenir. moi non. Yo! Il est jamais revenu. Non, mais moi je savais qu'elle allait mourir. Ah ouais, tu savais? À cause des promos. J'avais jamais pensé, j'avais jamais regardé ça. Non, moi, à cause des trailers. OK. Si tu vas les trailers, elle est jamais là. Elle est jamais là. Elle est jamais là. Dans les posters, elle est là. Puis dans il y a une image, tu sais, l'image où ils se battent contre Sentry. Dans les images promotionnelles, là, elle est là. Tu vois, elle est là. Elle est ajoutée. Mais dans cette scène, elle n'est pas là. Check les trailers. Mais dans les trailers, non, elle n'est pas là. Tu check les trailers. Non, j'ai regardé après. Tu vois qu'elle n'est pas là. Oui, c'est ça. Mais moi, j'avais remarqué. Quand ils sont dans l'ascenseur, ils sont toute la gang là, mais elle n'est pas là. Elle est jamais. Ouais, dans le poster, mais pas dans le trailer. Non, mais à un moment donné, ils sont dans l'ascenseur, là. Justement, dans cette scène-là. Elle n'est pas là. Non, c'est ça. Fait que c'est comme la séquence où ils sont dans la voiture, puis ils sont poursuivis par Bucky, elle n'est pas là. Genre, comme à la fin des séquences de la fin, elle est jamais. Comme yo, Taskmaster. Tout le monde dans le trailer à un moment, puis c'est juste comme Taskmaster. Es-tu là, Chris? Puis non. Fait que moi, pour vrai, quand c'est arrivé, j'ai même pas bronché. J'ai fait ça confirme ce que je pensais. Mais quelqu'un m'a dit, je sais pas si c'est mon fils ou un de mes amis, il m'a dit, yo, c'est pas un reset sur Taskmaster, ils vont remettre le vrai. Je dis, yo. Mais non. Il y a pas de gaz. Le MCU se dirige vers la fin. Il n'y a pas de reset. Le personnage va mourir. Puis le personnage est mort, puis c'est comme... Toute forme de reset, ça va être genre passé, genre Secret Wars dans 3 ans. Fait que c'est plus ça. Fait que, mais j'ai pas été surpris, surtout en plus que le personnage avait pas été super bien reçu. Ben non. Fait que c'est genre comme ça m'a pas dérangé. Ça dérangeait personne. Ça m'a pas dérangé, j'ai fait comme OK. C'est juste pour l'actrice, mais c'est cool. Puis pour revenir à ton point par rapport à Bucky, je suis d'accord. En fait, je comprends ce que tu veux dire, surtout au niveau en termes d'adaptation de l'importance de Bucky. Le pourquoi à mon avis, pourquoi ils ont fait ça, puis je comprends pourquoi ils ont fait ça aussi, c'est que t'as plus grand-chose à dire avec Bucky de si intéressant que ça.
Oh, ben non, mais c'est son arc narratif. Ouais, puis il faudrait que tu en crées un nouveau. Et... On sait tout sur lui. C'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que genre comme tu en crées un nouveau, mais ce serait quoi le angle qui serait vraiment intéressant? Alors que pour vrai, t'avais déjà gift wrap l'arc narratif de Florence Pugh, Black Widow, la mort de sa sœur. Ça, c'est juste gift wrap. Genre, c'est comme ça n'a pas été encore complètement abordé. Ça a été un peu abordé dans Hawkeye, mais pas complètement, genre, comme tu veux dire. Fait que c'est genre comme... Puis comme tu l'as dit, c'est une plus grande star que Sebastian Stan. Yeah. Sebastian Stan, il n'y a même pas de doute là-dessus. Sebastian Stan a son propre succès à part aussi lors du MCU, mais Florence Pugh est clairement une plus grande star. C'est Florence. Et fait que je comprends pourquoi ils ont fait ça et je pense que le film, comment dire, le film s'en porte mieux parce qu'en prenant l'arc narratif de Florence Pugh, Black Widow, qui souffre la mort de sa sœur, ils ont pu linker ça avec Sentry. Ouais. Ce qui aurait été impossible avec Bucky. Non, pas, tu peux garder la marque narrative, mais il aurait pu donner plus de viande. Avoir un plus grand rôle. Ouais, ça, par contre, ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. C'est juste un plus grand rôle. Pas nécessairement d'avoir mis le focus sur lui. Parce que le film, il est bon comme qu'il est. Mais qu'il a un plus grand rôle. Je suis d'accord. Il y a plus d'importance que ça. Yeah. Puis bon, le film se finit avec un sorte de mini twist que même Marvel a dévoilé dans leur campagne promotionnelle par la suite, que les Thunderbolts finalement deviennent les New Avengers. Puis ça, par contre, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment excitant, vraiment intéressant. Genre, fait que c'est comme là, techniquement, officiellement, tu as deux groupes, parce qu'à la fin, tu as le post-credit scene où ce que tu as les New Avengers, qui sont des Thunderbolts, mais qui deviennent les New Avengers, qui discutent du fait que Captain America, Sam Wilson, a formé son nouveau groupe de Avengers et qu'il les poursuit. Il les poursuit pour copyright infringement. Fait que tu vois déjà qu'il y a une certaine tension entre les deux groupes de Avengers. Puis ça va probablement faire un peu... Là, je m'avance un peu là-dessus, mais ça va probablement faire un peu écho à ce qui s'est passé dans Infinity War. Le pourquoi, en fait. Pourquoi est-ce que les Avengers ont perdu dans Infinity War? Si vous vous rappelez. Parce qu'ils n'étaient pas unis. Ça venait de la fin de Civil War. Tu avais le groupe d'Iron Man, tu avais le groupe de Captain America. Puis là, t'as littéralement... Il n'y a pas eu un Civil War entre ces deux groupes-là, mais par contre, ils sont clairement en querelle, sur ce que je veux dire. Puis c'est genre comme tu as les New Avengers et tu as le groupe de Captain America, les Avengers traditionnels. Puis c'est clair que ça va jouer un rôle dans Doomsday parce qu'ils ne seront pas unis. Ils ne seront pas du tout unis. Fait que ça, je pense que ça va jouer un gros rôle dans leur défaite à la fin du film, parce que c'est clair qu'ils vont perdre. Puis on peut aussi mentionner genre le post-credit scene qui est crucial en fait. Crucial. Fantastic Four. Les Fantastic Four. On voit les Fantastic Four à la fin. Ils arrivent au MCU. Dans le MCU. Fait que ça c'est quand même assez nice. Parce que maintenant, on sait que peu importe ce qui se passe dans Fantastic Four, à la fin de leur film... Ils arrivent dans le MCU. Dans le MCU, exemple. Puis probablement que même leur post-credit scene va compléter le post-credit scene des... Parce que le post-credit scene de Thunderbolt se conclut quand tu vois le vaisseau qui rentre à travers un rift dimensionnel. Puis ils font juste débarquer dans le MCU. Puis c'est genre comme tu vois juste les New Avengers qui regardent. Puis c'est genre comme ça finit là. Fait que j'imagine que le post-credit scene de Fantastic Four va comme poursuivre. Donc ça nous confirme vraiment que ils sont dans un univers... Oui, parce que c'était sûr. C'était sûr. Il y avait aucun doute là-dessus. Ils l'avaient même confirmé eux-mêmes auparavant. Mais c'est juste que, en fait, ce que ça confirme, c'est que on embarque vraiment dans le storyline du multiverse. C'est ce que je veux dire. Puis même, justement... Florence Pugh, elle parle de problèmes multidimensionnels elle-même durant le post-credit scene. Il commence à avoir conscience de ce qui se passe de quoi. Fait que je pense que ça va jouer un rôle dans les Fantastic Four aussi, clairement en fait. Mais clairement, parce que Monsieur Fantastique, il va comprendre ça, lui. Ouais, c'est ça. Puis en fait, c'est le dernier film avant Doomsday. Ça, c'était le dernier film. Fantastic Four, c'est le dernier film avant Fantastic Four, avant Doomsday. Fait que ça se passe là. Fait que, anyway, je pense qu'on peut quand même conclure là-dessus. Yes. On espère que vous avez été divertis. On se voit une prochaine fois. Ciao! Ciao!